Nous plongeons dans le domaine énigmatique des oligarques russes, ce groupe secret qui exerce une influence immense et gouverne secrètement le monde. Ces individus riches et puissants ont façonné le cours de l'histoire russe, accumulant des fortunes inimaginables et manœuvrant stratégiquement en coulisses. Andrei Melnychenko. Au cours des premières années de son parcours entrepreneurial, Andrei Melnychenko a démontré son flair commercial et son ambition. Tout en étudiant la physique à l'Université d'État de Moscou, il a ouvert un bureau de change sur le campus, jetant ainsi les bases de son succès futur. Mais ce n'était que le début. À l'âge de 21 ans, Melnychenko a cofondé la banque MDM, dont il est devenu le président. Cela a marqué une étape importante dans sa carrière, car il s'est aventuré dans le monde de la finance et de la banque. Cependant, sa véritable percée est survenue avec la création du groupe Eurochem, un important producteur d'engrais. Avec son leadership visionnaire, Eurochem a révolutionné le secteur agricole, devenant une puissance de l'industrie. Mais les ambitions de Melnychenko ne s'arrêteurs pas là. Il a ensuite créé SUEK, une entreprise énergétique du charbon qui a encore renforcé sa position en tant que personnage éminent dans le monde des affaires. Ces deux empires commerciaux, Eurochem et SUEK, sont devenus les pierres angulaires du succès de Melnychenko. Aujourd'hui, ces entreprises emploient plus de 100 000 personnes, apportant une contribution significative à la nouvelle économie et au secteur industriel de la Russie. Avec sa richesse et son influence considérable, Andrei Melnychenko est devenu une force à prendre en compte dans le monde des affaires. Mais son parcours est loin d'être ordinaire. Le succès entrepreneurial d'Andrei Melnychenko lui a non seulement apporté une immense richesse, mais aussi l'opportunité de faire d'importants investissements. Il a investi plus de 23 milliards de dollars dans la nouvelle économie et le secteur industriel de la Russie, laissant une empreinte durable sur le paysage économique du pays. Mais l'influence de Melnychenko s'étend au-delà du monde des affaires. Il est connu pour sa philanthropie, soutenant les enfants talentueux dans les domaines de la science et de l'éducation grâce à la fondation Andrei Melnychenko. Son engagement envers le développement des jeunes esprits lui a valu admiration et respect. Cependant, ce ne sont pas seulement ses investissements et sa philanthropie qui retiennent l'attention. Andrei Melnychenko est également le fier propriétaire de 2 yachts de haute technologie qui sont devenus l'incarnation du luxe et de l'innovation. Le premier est le Motor Yacht A, estimé à une somme vertigineuse de 300 millions de dollars. Cette œuvre flottante illustre l'amour de Melnychenko pour l'opulence et le design de pointe. Avec ses lignes épurées et ses fonctionnalités de pointe, c'est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Et puis, il y a le Sailing Yacht A, d'une valeur étonnante de 578 millions de dollars. Ce magnifique navire a malheureusement connu un tournant dramatique lorsqu'il a été saisi par les autorités italiennes peu de temps après que Melnychenko a été sanctionné. Malgré les revers, ces yachts symbolisent le style de vie extravagant de Melnychenko et son goût pour repousser les limites. De ses investissements à sa philanthropie et à la propriété de ces yachts de haute technologie, la vie d'Andrei Melnychenko est un témoignage de ses réalisations remarquables et de son désir de laisser une empreinte durable. Au-delà de ses entreprises et de son style de vie extravagant, la vie personnelle d'Andrei Melnychenko a également été marquée par des événements et des défis significatifs. En 2022, Forbes et Bloomberg estimèrent sa fortune à 15,8 milliards de dollars et 17,4 milliards de dollars respectivement, ce qui fait de lui l'une des personnes les plus riches de Russie. Cependant, cette même année, Andrei Melnychenko s'est retrouvé confronté à une nouvelle réalité. Il est devenu un paria en raison de la guerre en Ukraine, ce qui a eu un impact profond sur sa vie personnelle. En conséquence, il réside désormais aux Émirats arabes unis, où son yacht à moteur A d'une valeur de 300 millions de dollars est amarré. La guerre et ses conséquences n'ont pas épargné Melnychenko des sanctions internationales. En mars de l'année précédente, il a été sanctionné après avoir participé à une table ronde regroupant des figures du monde des affaires russes organisée par Vladimir Poutine en février. Ces sanctions ont ajouté une couche supplémentaire de complexité à sa vie déjà mouvementée. Cependant, l'impact des sanctions ne s'est pas arrêté là. Le voilier A d'une valeur de 578 millions de dollars d'Andrei Melnychenko a été saisi par les autorités italiennes peu de temps après qu'il a été sanctionné, compliquant davantage sa situation. En réponse à ces défis, Andrei Melnychenko a pris une décision significative. Il a démissionné de toutes ses fonctions et s'est retiré en tant que bénéficiaire d'Eurochem et de SUEK, les entreprises mêmes qu'il avait fondées et développées avec succès. Malgré ses revers, l'héritage d'Andrei Melnychenko dans le monde des affaires perdure, marqué par sa clairvoyance stratégique, ses contributions importantes à l'économie russe et ses efforts philanthropiques. Vladimir Potanin. Nous nous tournons vers l'une des figures les plus énigmatiques de la Russie, Vladimir Potanin, et explorons l'histoire captivante de la manière dont il utilise son pouvoir pour contrôler des fortunes. De sa montée controversée vers la richesse à travers le programme de prêt en échange d'actions dans les années 1990 à son statut actuel de l'un des hommes les plus riches de Russie, le parcours de Potanin est tout simplement étonnant.
Avec une fortune estimée à 24,4 milliards de dollars, il détient la clé de vastes fortunes et exerce une influence considérable sur le marché mondial des métaux industriels. Né à Moscou en 1961, le chemin de la fortune de Potanin a commencé avec ses études au prestigieux Institut d'État des Relations internationales de Moscou. Armé d'un intellect vif et d'une soif de pouvoir, il a entamé une carrière au ministère du Commerce extérieur. Il ne savait pas encore que son chemin prendrait bientôt un tournant dramatique. En 1993, Potanin fonde l'association privée Interos, jetant ainsi les bases de son futur empire. Mais c'est son rôle de président de la United Export-Import Bank, Onexim Bank, qui le propulsera dans le domaine des ultra-riches. C'est pendant son mandat à la Onexim Bank que Potanin a joué un rôle crucial dans la création des enchères de prêts en échange d'actions, un programme qui changerait à jamais le paysage des affaires russes. Ces enchères, conçues pour privatiser les actifs détenus par l'État, ont offert une opportunité à quelques-uns de s'approprier des entreprises précieuses à des prix considérablement réduits. Potanin, avec son partenaire d'affaires de longue date, Mikhail Prokhorov, a saisi cette opportunité avec enthousiasme. Ensemble, ils ont jeté leur dévolu sur Norilsk Nickel, l'une des plus grandes sociétés minières et métallurgiques du monde. L'acquisition de Norilsk Nickel, dans le cadre du programme de prêt en échange d'actions, a été un moment décisif pour Potanin. Cela marquait le début de son ascension vers une richesse et un pouvoir inimaginables. Grâce à leurs manœuvres stratégiques et à leur puissance financière, Potanin et Prokhorov ont acquis avec succès une participation majoritaire dans l'entreprise, la transformant en une société moderne et consolidant leur position en tant qu'acteurs majeurs sur le marché mondial des métaux industriels. Cependant, le succès de leur entreprise n'a pas été sans défi. Le partenariat entre Potanin et Prokhorov a finalement tourné au vinaigre, entraînant un différend amer et une séparation subséquente. Les répercussions de leur séparation ont envoyé des ondes de choc à travers le monde des affaires, les deux anciens alliés se battant pour le contrôle de leur vaste fortune. Bien que leur rivalité ait captivé l'attention du public, c'est Potanin qui est sorti comme la force dominante. Son flair stratégique et sa détermination inébranlable lui ont permis de maintenir le contrôle sur Norilsk Nickel, consolidant ainsi sa position parmi les personnes les plus riches de Russie. Au-delà de Norilsk Nickel, l'influence de Potanin s'étend à divers autres investissements. Une entreprise notable est la station de ski Rosa Khutor, un complexe étendu niché dans les montagnes pittoresques de Russie. Cette destination luxueuse attire des visiteurs du monde entier, cimentant davantage le statut de Potanin en tant que personnage éminent dans le domaine de l'hospitalité et du tourisme. Les intérêts commerciaux de Potanin s'étendent également au-delà des frontières de la Russie. Il a investi dans des actifs en Iran, diversifiant ainsi davantage son portefeuille et élargissant sa portée mondiale. Cette présence internationale témoigne de l'ambition de Potanin et de sa volonté d'explorer de nouvelles opportunités sur les marchés émergents. Malgré les controverses et les litiges qui ont marqué sa carrière, Potanin a été reconnu pour ses efforts philanthropiques. Ses contributions à diverses causes lui ont valu des éloges et l'ont positionné comme une figure éminente dans le monde de la philanthropie. De plus, la participation de Potanin à diverses organisations renforce davantage son influence et son statut en tant qu'acteur clé dans le monde des affaires. Le parcours de Vladimir Potanin vers la richesse et l'influence a été marqué par des mouvements stratégiques et des décisions calculées. L'un des actes les plus remarquables de sa carrière a été sa capacité à naviguer dans le monde complexe de la politique russe et à maintenir sa position de pouvoir. Potanin a compris l'importance de rester du bon côté du président Vladimir Poutine, et il l'a démontré en acceptant une lourde amende après la plus grande marée noire de l'Arctique causée par Norilsk Nickel. Cette décision a montré la volonté de Potanin de satisfaire le président et de protéger ses intérêts commerciaux, consolidant ainsi sa position en tant qu'allié de confiance. Cependant, c'est pendant la guerre russo-ukrainienne et les sanctions occidentales subséquentes que la véritable habileté géopolitique de Potanin est apparue. Alors que les tensions montaient et que la communauté internationale imposait des sanctions à la Russie, Potanin exhortait les autorités à ne pas confisquer les avoirs des entreprises étrangères quittant le pays. Cette manœuvre stratégique était un avertissement au gouvernement, mettant en évidence les conséquences potentielles de telles actions. Potanin a compris que la confiscation des actifs étrangers briserait la confiance des investisseurs pendant des décennies et isolerait le pays, comme cela s'était produit après la révolution bolchevique de 1917. Son avertissement a été largement entendu, lui permettant de saisir l'opportunité et d'acquérir de manière agressive des entreprises en partance. En à peine 10 semaines depuis le début de la guerre, Potanin a réalisé une série de mouvements audacieux. Il a acquis Rosbank auprès de la banque française Société Générale, consolidant ainsi sa présence dans le secteur bancaire. Cette acquisition stratégique lui a permis d'élargir son influence et de diversifier son portefeuille, cimentant davantage sa position en tant qu'acteur clé de l'économie russe. Mais les ambitions de Potanin ne se sont pas arrêtées là.
Il a également acquis l'unité russe du groupe de technologie financière Global Payments, coté aux États-Unis, une initiative qui a mis en lumière sa capacité à capitaliser sur l'évolution du paysage géopolitique. Cette acquisition lui a permis de s'impliquer dans l'industrie croissante des paiements numériques, le positionnant à l'avant-garde de ce secteur émergent. Une autre acquisition significative au cours de cette période a été la prise de contrôle de 35% de TCS Group Holding, propriétaire d'une banque en ligne. Cette démarche était particulièrement remarquable car elle a été effectuée auprès de son fondateur, Oleg Tinkov, qui avait critiqué l'invasion et prétendu avoir été contraint par le Kremlin de faire une vente aux enchères à Potanin. Cette acquisition a non seulement étendu l'influence de Potanin dans le secteur bancaire, mais a également démontré sa capacité à capitaliser sur les vulnérabilités d'autrui en temps de crise. Les acquisitions agressives de Potanin au cours de cette période ont consolidé sa position en tant que force redoutable dans le paysage des affaires russes. Sa capacité à saisir les opportunités présentées par des événements géopolitiques a mis en lumière sa pensée stratégique et sa détermination inébranlable. Alors que certaines personnes pourraient considérer ces mouvements comme opportunistes, d'autres les voient comme un témoignage du flair commercial de Potanin et de sa capacité à s'adapter aux circonstances changeantes. L'intérêt de Potanin pour les échecs est un autre aspect de sa vie qui a attiré l'attention. Il est connu pour sa passion pour le jeu et a même joué contre des grands maîtres. Cet intérêt pour les échecs reflète son état d'esprit stratégique et sa capacité à réfléchir plusieurs coups à l'avance, tant dans le jeu que dans ses entreprises commerciales. Bien que la carrière de Potanin ait été marquée par des controverses et des batailles juridiques, il est important de reconnaître ses efforts philanthropiques. Il a reçu des récompenses pour ses contributions caritatives et a été reconnu pour son engagement à redonner à la société. Ces efforts philanthropiques lui ont permis d'avoir un impact positif sur diverses causes et ont contribué à façonner son image publique. L'implication de Potanin dans diverses organisations met en lumière davantage son influence et son désir d'être un acteur clé dans le monde des affaires. Il a tiré parti de sa richesse et de ses relations pour devenir membre d'organisations prestigieuses, renforçant ainsi davantage sa position en tant que personnage éminent au sein de la communauté mondiale des affaires. Roman Abramovich. Roman Abramovich, le homme d'affaires russe, oligarque et homme politique, est un nom qui résonne avec pouvoir et influence. Avec une fortune de 14,5 milliards de dollars en 2021, Abramovich est indéniablement l'un des individus les plus riches du monde. Le parcours d'Abramovich, depuis des débuts modestes jusqu'à devenir l'un des individus les plus riches et influents du monde, est rien de moins qu'extraordinaire. Né le 24 octobre 1966 à Saratov, RSFSR russe, Union soviétique, la vie précoce d'Abramovich a été marquée par la tragédie et les épreuves. Grandissant en Sibérie, Abramovich a fait face aux dures réalités de la pauvreté et de la perte. Ses parents, réfugiés juifs, luttaient pour joindre les deux bouts, et la tragédie a frappé tôt quand sa mère est décédée d'un trouble sanguin. Juste 3 ans plus tard, son père est également décédé de manière tragique, laissant le jeune Roman orphelin et sous la garde de son oncle. Malgré l'adversité qu'il a affrontée, Abramovich a refusé de laisser ces circonstances le définir. Il possédait une détermination inébranlable à créer une vie meilleure pour lui-même. Avec un désir ardent de succès, il a mis son regard sur échapper aux contraintes de la Sibérie et de ne jamais regarder en arrière. Dans la poursuite d'un avenir plus radieux, Abramovich a rejoint l'armée, où il obtiendrait son premier goût d'entrepreneuriat. Il a rapidement identifié des opportunités de gagner de l'argent et les a saisies avec une ambition inébranlable. L'une de ses premières entreprises impliquait de voler du gaz à l'armée, puis de le leur revendre avec profit. Cette action audacieuse a non seulement mis en valeur la ingéniosité d'Abramovich, mais lui a également valu les faveurs des généraux de l'armée, qui pensaient obtenir une excellente affaire. Mais l'esprit d'entreprise d'Abramovich ne s'est pas arrêté là. Il aspirait à plus de succès et était prêt à prendre des risques pour y parvenir. Par une nuit d'hiver glacial, il a conçu un plan audacieux pour détourner un train en route vers Moscou vers Riga. Armé de faux documents et d'audace pure, Abramovich a confronté le conducteur du train et l'a réussi à le rediriger vers la ville lituanienne. Là-bas, il a vendu le diesel volé, alimentant davantage son empire en croissance. Avec les bénéfices de ces entreprises, Abramovich et sa première femme, Olga, ont entrepris un voyage dans le monde du commerce. Ils ont tâté de diverses marchandises, des cigarettes aux pneus, des poupées aux canards en caoutchouc. Leur sens des affaires et leur volonté implacable les ont propulsés vers le succès, les établissant comme des commerçants redoutables sur le marché russe. Cependant, à mesure que la richesse et l'influence d'Abramovich augmentaient, les enquêtes entourant ses activités se multipliaient également. Il a fait face à des problèmes judiciaires, y compris une arrestation pour son implication dans le volume du train de diesel. Mais dans un coup du sort, l'affaire contre lui a été abandonnée, et les dossiers ont mystérieusement disparu. Abramovich est sorti indemne de l'épreuve, son chemin vers des milliards de dollars semblant être irrésistible. C'est pendant l'ère transformative de la perestroïka, introduite par Mikhaïl Gorbatchev, qu'Abramovich a saisi une opportunité monumentale pour façonner son destin.
Il a investi son argent des canards en caoutchouc dans les industries pétrolières et des transports en plein essor, reconnaissant le potentiel de richesse et de pouvoir immense. Avec un œil avisé pour les investissements stratégiques, Abramovich a révolutionné l'industrie pétrolière russe, mettant en œuvre des technologies modernes et des pratiques de gestion efficaces. Mais ses ambitions allaient bien au-delà du secteur pétrolier. L'appétit vorace d'Abramovich pour le succès l'a conduit à acquérir des entreprises dans divers secteurs, de l'acier et de l'exploitation minière, aux télécommunications et aux médias. Son empire s'est rapidement étendu, consolidant sa position en tant que l'un des hommes d'affaires les plus influents et puissants de Russie. Non content de dominer le monde des affaires, Abramovich a fait son entrée en politique. En 2000, il a été nommé gouverneur de l'Okroug autonome de Tchoukotka, une région éloignée dans l'extrême-orient russe, confrontée à d'importants défis économiques et sociaux. Sous la direction d'Abramovich, la région a connu une transformation remarquable. Il a investi massivement dans l'infrastructure, les soins de santé, l'éducation et les initiatives culturelles, améliorant la vie de la population locale. Sous la direction d'Abramovich, Tchoukotka a connu une transformation remarquable. L'économie de la région a commencé à prospérer et la qualité de vie de ses résidents s'est améliorée de manière significative. Ses efforts lui ont valu le respect et la gratitude de la population locale, qui le considérait comme un sauveur et un champion de leur bien-être. L'implication politique d'Abramovich s'étendait au-delà de Tchoukotka, car il utilisait sa richesse et ses connexions pour soutenir des candidats politiques et des partis alignés sur sa vision de la Russie. Son influence dans le paysage politique a suscité des interrogations et alimenté des spéculations sur ses véritables intentions. Tout au long de son ascension vers la richesse et le pouvoir, Abramovich a été confronté à de nombreuses controverses et accusations de corruption et de pots de vin. Les critiques soutiennent qu'il a utilisé ses connexions et sa richesse pour manipuler le paysage politique et commercial en sa faveur. Cependant, Abramovich a constamment nié ces allégations, affirmant son innocence. En plus de ses activités commerciales et politiques, Abramovich est renommé pour sa propriété du Chelsea Football Club. Depuis l'acquisition du club en 2003, il a investi des sommes importantes dans les transferts de joueurs et l'infrastructure, propulsant Chelsea au rang des clubs de football les plus réussis au monde. Confronté à des sanctions pendant la guerre russo-ukrainienne, Abramovich a été contraint de vendre Chelsea, aboutissant à une vente de 4,25 milliards de livres à un groupe dirigé par Todd Boehly. Sa période à Chelsea est rappelée pour le succès du club et les controverses liées à l'influence de la richesse dans le football. Malgré cela, l'engagement d'Abramovich envers la charité et les initiatives communautaires, y compris sa promesse de faire don des recettes de la vente de Chelsea aux victimes de la guerre en Ukraine, est notable. Vladimir Lizin. À la fin des années 1970, un jeune Vladimir Lizin entreprit un voyage qui façonnerait son destin. Né dans une famille modeste, les premières années de Lizin furent marquées par le travail acharné et la détermination. En 1975, il obtint son premier emploi en tant que mécanicien dans une mine de charbon soviétique, où il perfectionna ses compétences et développa une compréhension profonde de l'industrie. Mais les ambitions de Lizin allaient bien au-delà des limites de la mine de charbon. Animé par une soif de succès, il entreprit des études supérieures au prestigieux Institut métallurgique sibérien. Armé de connaissances nouvelles, Lizin se lança à la conquête du monde de l'acier. Après avoir terminé ses études, Lizin décrocha un emploi en tant que contremaître soudeur au Tula Shermet Metals Works. C'est là que son véritable potentiel commença à se révéler. Avec une dévotion inébranlable et un sens aigu du détail, Lizin gravit rapidement les échelons, devenant chef de section en 1979 et responsable d'atelier peu de temps après. L'ascension fulgurante de Lizin au sein de l'industrie sidérurgique attira l'attention de SC supérieurs qui reconnurent ses compétences exceptionnelles en matière de leadership et son expertise technique. En 1986, il fut nommé ingénieur en chef adjoint, consolidant ainsi sa position en tant qu'étoile montante dans le domaine. Mais le parcours de Lizin était loin d'être terminé. En 1992, il saisit une opportunité unique en son genre qui changerait le cours de sa vie à jamais. Il s'associa à un groupe de négociants connu sous le nom de Trans World Group, qui était sur le point de prendre le contrôle de l'industrie sidérurgique et de l'aluminium de la Russie. Ce partenariat se révéla être un tournant pour Lizin. Lorsque les partenaires se séparèrent finalement en 2000, il en émergea avec une participation de 13% dans la société. Ce n'était que le début de son ascension vers le pouvoir. À travers des acquisitions et des investissements stratégiques, Lizin augmenta progressivement sa participation dans Novolipetsk Steel, NLMK, l'une des plus grandes entreprises sidérurgiques de Russie. Sa quête incessante du succès porta ses fruits, puisqu'il atteignit finalement une participation majoritaire dans l'entreprise, consolidant sa position en tant que président et actionnaire majoritaire. L'ascension de Lizin dans l'industrie sidérurgique était rien de moins que remarquable.
De ses débuts modestes, en tant que mécanicien dans une mine de charbon, à devenir la force motrice derrière l'une des plus grandes sociétés de production de métaux de Russie, son parcours est un témoignage de sa détermination inébranlable et de son flair pour les affaires. Les intérêts commerciaux de l'usine s'étendaient à diverses industries, du transport et de la logistique à l'énergie et aux services publics. Grâce à des investissements et des acquisitions stratégiques, il se positionna judicieusement comme un acteur clé dans le paysage économique russe. L'une des entreprises notables de l'ISIN fut sa participation dans le port maritime de Saint-Pétersbourg, le port commercial de Tuapse, la Compagnie maritime du Nord-Ouest et la Compagnie maritime de la Volga. Ces investissements lui permirent d'exercer une influence sur le commerce maritime et les réseaux de transport russes. L'incursion de l'ISIN dans le secteur de l'énergie fut tout aussi impressionnante. Il acquit des participations dans Chernomorneftgaz et Severneftegaz, consolidant ainsi sa présence dans l'industrie pétrolière et gazière. L'influence de l'ISIN s'étendit également au secteur des services publics, avec le contrôle des entreprises de réseaux russes telles que la Federal Grid Company et la Distribution Grid Company of Center. L'empire commercial de l'ISIN était principalement contrôlé par le biais de Fletcher Group Holdings, une entreprise qu'il créa pour gérer sa vaste gamme d'actifs. Ce conglomérat lui permit de diversifier ses investissements et de maintenir une emprise solide sur divers secteurs de l'économie russe. La richesse et le pouvoir de l'ISIN ne se limitaient pas à la Russie seule. Dans une démarche audacieuse, il enregistra Serenity 2 Holdings et Nebula 2 Holdings à Abu Dhabi, transférant ainsi une partie significative de ses actifs aux Émirats arabes unis. Cette manœuvre stratégique mettait en évidence les ambitions mondiales de l'ISIN et sa capacité à naviguer sur les marchés internationaux. Le succès de l'ISIN dans les affaires ne pouvait être attribué uniquement à son flair financier. Il possédait une compréhension approfondie de la métallurgie et de l'économie, qu'il partageait à travers ses nombreuses publications et brevets. Les contributions de l'ISIN dans ce domaine lui ont valu de nombreuses distinctions, dont le prix du Conseil des ministres pour la science et l'ingénierie. Malgré sa richesse immense et son pouvoir, l'ISIN est resté un individu discret, préférant rester à l'écart des projecteurs médiatiques. Il concentra son énergie sur l'expansion de son empire commercial et la poursuite de sa passion pour les sports de tir. Son dévouement pour les sports de tir l'a conduit à construire l'un des plus grands complexes de stands de tir d'Europe à Lysia Nora, près de Moscou. Son engagement pour le sport s'étendait au-delà de ses initiatives personnelles, car il occupait le poste de président de la Confédération européenne de tir et de l'Union de tir de Russie. L'influence de l'ISIN dans le monde du sport s'est étendue encore plus loin lorsqu'il a été élu président de la Fédération internationale de tir sportif en 2018. Cette position prestigieuse a solidifié son statut en tant que personnalité éminente au sein de la communauté sportive mondiale. Cependant, le parcours de l'ISIN n'a pas été sans controverse. À la suite de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, il a fait face à des sanctions de l'Australie. Bien qu'il ait résisté aux appels à démissionner de la présidence de la Fédération internationale de tir sportif, des questions ont été soulevées concernant ses liens avec le gouvernement russe. L'histoire de l'ISIN est un récit captivant d'ambition, de richesse et de pouvoir. De ses débuts modestes dans l'industrie sidérurgique à la création d'un vaste empire commercial, il s'est révélé être une force avec laquelle il faut compter. Andrei Krivenko. Pour comprendre l'immense pouvoir et l'influence qu'Andrei Krivenko exerce aujourd'hui, nous devons d'abord remonter à ses premières années. Né et élevé en Russie, le chemin de succès de Krivenko a commencé avec une soif de connaissance et une détermination à faire une différence. Avec une valeur nette de 1,7 milliard de dollars, le parcours éducatif de Krivenko a débuté au prestigieux Institut de physique et de technologie de Moscou, où il a poursuivi des études techniques. C'est pendant son séjour dans cette institution renommée qu'il a affiné ses compétences analytiques et développé une compréhension profonde des principes qui régissent le monde qui nous entoure. Mais la soif de connaissance de Krivenko ne s'est pas arrêtée là. Il a ensuite étudié l'audit et la comptabilité à l'université russe d'économie Plekhanov, élargissant ainsi son expertise dans le domaine financier. Cette combinaison de connaissances techniques et financières s'avérerait être une formule gagnante dans ses projets futurs. Après avoir terminé ses études, Krivenko a entamé une carrière dans divers postes de direction, acquérant une expérience et des perspectives précieuses tout au long du chemin. Ces premières années dans le monde de l'entreprise lui ont fourni une base solide et une compréhension aiguë des complexités des opérations commerciales. Cependant, c'est pendant cette période que Krivenko a réalisé sa véritable vocation. Il a identifié un créneau sur le marché, un besoin d'une chaîne de vente au détail alimentaire axée sur la fourniture de produits sains et provenant de sources responsables tout en soutenant les producteurs locaux. Ainsi, en 2008, avec une vision en tête et une passion ardente dans le cœur, Krivenko a pris un risque et a ouvert son premier magasin à Moscou. Il ne savait pas que ce modeste début serait le catalyseur d'une révolution dans l'industrie de la vente au détail alimentaire russe. Le magasin de Krivenko a rapidement gagné en popularité grâce à son engagement à offrir des produits laitiers frais provenant directement des producteurs locaux.
les clients affluaient vers Vaucluse, attirés par la promesse de qualité et la commodité d'avoir tous leurs besoins d'épicerie satisfaits sous un même toit. À mesure que l'empire Vaucluse d'Andrei Krivenko continuait de croître, il devenait évident qu'il n'était pas simplement un homme d'affaires, mais un visionnaire. Son engagement à fournir des produits sains et provenant de sources responsables a touché les consommateurs de plus en plus conscients de leurs choix alimentaires. Vaucluse est devenu synonyme de qualité et de confiance, et sa popularité a atteint de nouveaux sommets. Mais avec le succès sont venus les défis. À mesure que Vaucluse prenait de l'ampleur, il faisait face à une concurrence féroce d'autres chaînes de vente au détail alimentaire luttant pour une part du marché. Cependant, la détermination inébranlable de Krivenko envers sa vision et sa capacité à s'adapter aux circonstances changeantes ont permis à Vaucluse de rester en tête du jeu. En 2020, Vaucluse a une fois de plus fait la une des journaux en ouvrant son premier magasin pilote à l'étranger à Amsterdam. Cette initiative audacieuse a marqué une étape importante dans le parcours de Krivenko, alors qu'il envisageait d'étendre la présence de Vaucluse au-delà des frontières de la Russie. Cette aventure internationale a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme, consolidant davantage la réputation de Vaucluse en tant qu'acteur mondial de l'industrie de la vente au détail alimentaire. Mais alors que Vaucluse atteignait de nouveaux sommets, le monde a été frappé par une crise sans précédent, la pandémie de Covid-19. La pandémie a posé d'énormes défis aux entreprises du monde entier, et Vaucluse n'a pas fait exception. Cependant, fidèle à sa nature résiliente, Krivenko s'est rapidement adapté au paysage changeant. Reconnaissant le changement dans le comportement des consommateurs en faveur des achats en ligne, Krivenko s'est concentré sur le renforcement de la présence en ligne de Vaucluse et l'optimisation de ses services de livraison. Cette initiative stratégique a permis à Vaucluse de continuer à servir ses clients tout en assurant la sécurité et le bien-être des employés et des acheteurs. La capacité de Krivenko à équilibrer la rentabilité des magasins physiques avec la demande croissante de commandes en ligne a mis en lumière son acuité commerciale. C'était un témoignage de sa détermination inébranlable à surmonter les obstacles et à émerger plus fort que jamais. En regardant vers l'avenir, Krivenko a fixé son attention sur une introduction en bourse, IPO, sur une bourse américaine. Cette démarche ambitieuse permettra non seulement d'élever le profil de Vaucluse sur la scène mondiale, mais aussi de positionner Krivenko comme un acteur redoutable sur la scène internationale des affaires. De plus, Krivenko vise à concurrencer les producteurs de biens de consommation courante, FMCG, remettant en question le statu quo et révolutionnant l'industrie. Sa quête incessante d'excellence et d'innovation l'a positionné comme une véritable force, capable de remodeler le paysage de l'industrie de la vente au détail alimentaire. L'histoire d'Andrei Krivenko est une source d'inspiration et d'autonomisation. D'un simple magasin à un empire de la vente au détail, son pouvoir et son influence sont indéniables. En réfléchissant à son parcours remarquable, nous sommes rappelés de l'immense potentiel en chacun de nous pour créer le changement et laisser un héritage durable. Si cela vous a plu, cliquez sur la carte à l'écran. Je vous retrouverai de l'autre côté.